votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Rencontre entre le chef du gouvernement et le secteur privé à Banjul. Des échanges qui autorisent l'espoir d'une belle collaboration entre l'État et nos compatriotes établis en Gambie. Le Premier ministre Ousmane Sonko a clôturé la seconde édition du Forum économique pour l'investissement entre la Gambie et le Sénégal. Mbebes, un terreau propice à la création d'entreprises, c'est la conviction du ministre de la Microfinance et de l'économie sociale solidaire. Alioune John a présidé le Forum international sur l'économie sociale et solidaire pour le développement durable de Keur Massar. Et puis 1924-2024, l'US Gorée a 100 ans, un centenaire dont la célébration a été marquée par des hommages rendus aux anciens du club. Maître Augustin Senghor, président du club US Gorée, nous en dit plus et ce sera avant la fin de cette à toutes, je vous le disais tout de suite en titre, un journal que nous ouvrons donc avec Banjul, où le Premier ministre Ousmane Sonko vient de clore son séjour dans le cadre de la seconde édition du Forum économique pour le commerce et l'investissement entre la Gambie et le Sénégal. Ousmane Sonko s'est entretenu avec le président Adama Barrow au palais de la State House. En marge de son agenda officiel, le chef du gouvernement a rencontré la communauté sénégalaise et multiplié les audiences avec le secteur privé sénégalais, un secteur privé qui est sorti d'audience avec l'enthousiasme d'un renouveau à écrire avec l'État du Sénégal. Envoyé spécial à Banjul, Abdoulaye Cissé. Ce complexe hôtelier avait des allures de quartier général pour le Premier ministre Ousmane Sonko et sa délégation. Et c'est ici que le chef du gouvernement a enchaîné les audiences avec d'abord la communauté sénégalaise installée en Gambie et surtout jusqu'au bout de la nuit, Ousmane Sonko a reçu le secteur privé. À la sortie d'audience, l'ensemble des acteurs économiques qui ont été reçus ont témoigné d'un enthousiasme dans le renouveau des relations entre l'État et le secteur privé. J'ai retenu trois choses. Un Premier ministre qui confirme sa politique de développement, d'accompagnement du secteur privé, mais effectivement de créer des champions nationaux. Il a redonné son engagement vraiment à s'assurer que le secteur privé joue son plein rôle, que toutes les entreprises qui sont en mesure de réaliser les projets structurants ne soient plus positionnées comme des sous-traitants. Nous n'avons pas eu de difficulté à faire valoir notre expertise. Mais encore ce que je veux dire, c'est-à-dire le rôle qu'on devait jouer sur les projets structurants, malheureusement, on ne parvenait pas à le jouer. On a quand même déplacé, si on peut le dire ainsi, les barrières de l'impossible. Parce qu'en réalité, en Gambie, on pensait que peut-être le sol ne pouvait pas prendre plus de 9 étages. Nous, on a pu construire 3 sous-sols, 18 étages. On a pu construire 2 sous-sols, 15 étages. Dans l'esprit des Gambiens, pour eux, ce n'était pas possible de faire des tours. D'ailleurs, même en fait, les propriétaires du projet, il y a 2 Australiens et 2 Allemands. Ils voulaient aller en Europe, prendre des entreprises là-bas pour faire ce tour. En fait, lorsque on s'est rencontrés, je les ai assurés que notre entreprise a les compétences pour faire ce projet. Ce complexe hôtelier, pendant 2 jours, avait des allures de quartier général de la communauté sénégalaise. C'est ici que Ousmane Sonko a été établi. Il est maintenant reparti et le complexe hôtelier retrouve son calme habituel. Toujours est-il que les experts ont tiré les conclusions
de cette deuxième édition du Forum économique pour le commerce, l'investissement et la culture, et les acteurs étatiques et non étatiques se donnent rendez-vous d'ores et déjà pour la 3e édition. Le président français évoque la cascade de départ des troupes françaises dans beaucoup de pays africains. Emmanuel Macron, qui est en visite à Djibouti, estime que c'est une décision de la France parce que le monde change en Afrique, les opinions publiques changent, tout comme les gouvernements. Je vous propose d'écouter le président français Emmanuel Macron. Parce que le monde change en Afrique, parce que les opinions publiques changent, parce que les gouvernements changent, et parce que nous avons décidé de manière souveraine, en février 2023, après plusieurs années de changements progressifs, eh bien de rebâtir un partenariat qui repose sur des partenaires respectés qui doivent expliquer leurs besoins, les formuler, et vis-à-vis desquels nous devons aider à la formation, aider à l'équipement, aider en renseignement, aider pour des opérations spécifiques, mais changer de la logique qui était la nôtre dans trop de pays, de bases installées, pléthoriques, permanentes, qui nourrissait des ambiguïtés, on le sait, quand la vie politique a changé, et qui ne conduisait plus à une relation partenariale mature parce qu'elle ne reposait plus sur l'expression d'un besoin clair, identifié. Et donc c'est la force de nos armées de penser cela et de revenir sur des habitudes prises, le courage qu'il faut pour parfois bousculer ces habitudes prises. Mais notre emprise évolue avec le monde, et c'est une bonne chose. Alors ici, vous avez toujours été une emprise particulière. Et cette base n'a jamais rien eu à voir avec le reste des bases que nous avons sur le sol africain. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'il y a quelques mois, nous avons re-signé pour 20 ans un traité qui l'installe et qui la pérennise. Parce qu'elle nourrit la relation bilatérale, ô combien, mais parce qu'elle a toujours eu un rôle stratégique qui va au-delà. Ici, et vous le savez mieux que quiconque, nous sommes au cœur de notre stratégie indo-pacifique. Et puis sachez que si la France a renouvelé ses accords de défense avec Djibouti pour une durée de 20 ans, elle a déjà été contrainte d'évacuer ses troupes au Mali, au Burkina Faso et au Niger entre 2022 et 2023. Un premier contingent de 120 soldats français a également quitté le vendredi 20 décembre dernier le Tchad. Le Sénégal a fait part de son souhait de voir la France fermer ses bases militaires ici, donc au pays. Retour au Sénégal et destination le département de Keur Massar qui pourrait tirer profit de la décharge de Mbebes en créant des entreprises qui graviteraient autour de la gestion de cette décharge. L'annonce du ministre de la Microfinance et de l'économie sociale solidaire, Alioune Dione, s'exprimait en marge du Forum international sur l'économie sociale et solidaire pour le développement durable de Keur Massar, une cérémonie qui s'est tenue au centre de conférence Abdou Diouf de Diamniadio, des propos qui ont été recueillis par Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bamba Samba. Nous avons tenu compte de toutes les contre-performances qu'on avait eues auparavant sur le plan budgétaire. On avait une faible valorisation des ressources locales au plan budgétaire, mais également une faible optimisation des ressources. Et c'est ce qui fait que quand les interventions sont optimisées, autrement dit, quand nous prenons en compte l'ensemble des parties prenantes, avec chacune ses possibilités, ses potentialités en termes de budgétisation, on peut en réalité avoir une budgétisation endogène. Et comme vous le voyez avec la vision Sénégal 2050, l'essentiel du budget va provenir de nos potentialités endogènes. Je peux donner pas mal d'exemples, ne serait-ce que si je prends l'exemple de la décharge de Mbebes, mais c'est énormément de potentialités budgétaires qui peuvent provenir de la création d'entreprises qui gravitent autour des ordures. Et là, on peut effectivement mobiliser des ressources parce que dès lors que vous parvenez à lever les contraintes de cette morosité économique, à mettre en place des initiatives entrepreneuriales individuelles fortes, des organisations d'économie sociale solidaire fortes, à rehausser le niveau de création de richesses, du coup, les ressources fiscales vont pouvoir être ressorties et réinjectées dans le développement territorial.
Après l'annonce du directeur général de la SOMISEN d'organiser un audit financier des entreprises minières installées au Sénégal, la rédaction de la télévision Futur Média est allée à la rencontre de Boubacar Tamba. Il est journaliste à Sud FM et spécialiste des questions de gouvernance minière. Il nous donne son avis sur cette question. Nous l'écoutons au micro de Mamadou Diouf. Je pense que c'est une excellente chose. Donc, nous devons tous comprendre que c'est l'une des prérogatives de la SOMISEN, donc celle consistant à gérer la participation de l'État dans les entreprises minières et de procéder par moment à l'évaluation régulière justement de la valeur de la participation de l'État dans ces entreprises. Alors, sous ce rapport, cet audit financier vient à son heure et il est à saluer à plus d'un titre, d'autant plus qu'il permettra de voir exactement si les dividendes, ce qu'on appelle les dividendes, les parts de l'État, sont versés ou pas, ou si l'État ne pouvait pas gagner beaucoup plus qu'avec ces dividendes à leur état actuel. Alors cet audit permettra de comprendre pourquoi aussi certaines entreprises qui ne versent pas les parts de l'État, parce qu'il y en a qui ne versent pas du tout les parts de l'État, pourquoi elles le font. Est-ce que ces entreprises sont-elles soumises à des accords secrets avec les pouvoirs publics centraux? Cet audit nous permettra de comprendre tout cela. Et qu'est-ce qui fait aussi que ces entreprises minières, certaines entreprises minières refusent de communiquer certaines informations d'ordre technique et financier. Et cet audit permettra de comprendre un peu pourquoi tout cela est possible. La loi dit que l'État a des participations gratuites de 10% dans chaque entreprise minière. En tout cas pour ce qui concerne le secteur olivicole. Donc il est normal que les pouvoirs publics centraux jettent un poulet sur cette participation de l'État. J'ai bon espoir qu'avec cet audit, qu'au terme de cet audit, les recommandations qui filtreront de cet audit seront suivies de décisions très fortes pour matérialiser les dispositions de l'article 25.1 de la Constitution qui dit que les ressources naturelles appartiennent au peuple. Donc vivement cet audit. Parlons agriculture avec cette mauvaise moisson dans le département de Koumpentoum, une situation qui plonge les producteurs d'arachides sur place dans un grand désarroi. Des rendements très en baisse par rapport aux saisons précédentes et selon ces paysans, bien la mauvaise qualité des semences ainsi que l'inaccessibilité aux intrants sont les principales causes de cette baisse de productivité. Ils demandent à l'État d'organiser dans les meilleurs délais des assises pour discuter des problèmes des agriculteurs afin de sauver le secteur. Un reportage toujours signé Mamadou Diouf. Cette année, les récoltes sont loin d'être bonnes dans le département de Koumpentoum. Une situation qui plonge les producteurs d'arachides dans un grand désarroi. Ils estiment que les rendements sont très en baisse par rapport aux saisons précédentes. Cette année, les récoltes ne sont pas bonnes, comparées aux années précédentes. C'est une catastrophe pour nous cette année. Vous voyez ce gros tas? Ça ne peut même pas donner 3 sacs. Vraiment, on ne peut pas estimer les pertes. Moi qui vous parle, j'ai dépensé beaucoup d'argent pour acheter des semences. Mais ce que je viens de récolter ne vaut même pas 200 000 francs CFA. C'est vraiment dur pour nous. Selon ces paysans, la mauvaise qualité des semences et l'inaccessibilité aux intrants sont les principales causes de cette baisse de production. Ils demandent à l'État d'organiser des assises pour discuter des problèmes des agriculteurs afin de trouver des solutions à leurs problèmes. Nous n'avons pas vu d'engrais pour fertiliser les sols. En plus de cela, nous avons reçu une très mauvaise qualité de semences cette année. C'est ce qui a engendré ces pertes. Le ministre de l'Agriculture est en train de faire des tournées. Mais s'il souhaite vraiment régler le problème de l'agriculture, c'est à nous, paysans, qu'il doit venir rencontrer. Nous demandons à l'État d'organiser des assises dans chaque région pour discuter des problèmes de l'agriculture. C'est la seule solution pour sauver le secteur. En dépit de la mauvaise récolte de cette saison, le calvaire continue toujours pour ces producteurs d'arachides du département de Koumpentoum, car jusqu'à présent, ils n'ont pas encore vu d'acheteurs. Et nous restons dans le domaine de l'agriculture pour cette fois-ci nous intéresser à la campagne de commercialisation de la carotte. De nouvelles mesures pour mieux en assurer la qualité ont été proposées par les producteurs. Une fois récoltés, les légumes seront désormais entassés dans des sacs de 25 kg pour garantir leur bonne conservation. Une décision annoncée à l'occasion de la campagne de commercialisation dont l'ouverture a été lancée à Fass-Boye en présence des producteurs de la zone des Niayes, mais aussi les membres de l'agence de régulation des marchés. Le point, c'est avec Charanta Diop et Saïla Tira.
Avec les producteurs de la zone des Niayes ont presque duré 2 tours d'horloge. L'agence de régulation des marchés a lancé ici à Fass Boye la campagne de commercialisation de la carotte avec comme objectif l'adoption des sacs de 25 kg et la fixation des prix conseillés. L'ARM et les producteurs souhaitent améliorer la qualité commerciale des produits. Nous sommes dans un environnement modernisé. Les consommateurs sont devenus de plus en plus exigeants. Au niveau de la grande distribution aussi, il y a des normes qu'il faudra respecter. Nous tous, nous savons que des sacs de 80 kg ne peuvent pas rentrer dans la grande surface. Je pense qu'il y a un travail de normalisation qu'il faudra faire au niveau de nos producteurs locaux. Nous invitons les acteurs, les producteurs à adopter cette mesure des sacs de 25 kg, 10 kg et même 5 kg pour notamment améliorer la qualité commerciale de nos produits. Des mesures comprises par le porte-parole des producteurs. 25 kg, il y a 10 kg, 5 kg, 1 kg, 3 kg. J'ai été tout récemment en Hollande, j'ai vu des sacs de 3, 5 et 10 kilos. Nous souhaitons faire la même chose, mais il y a des normes à respecter. Maintenant, nous devons nous efforcer à bien faire notre travail. Au cours de ces concertations, les producteurs Bana de Fass Boye ont évoqué la problématique des financements, le stockage des produits, leur hygiène et qualité. La Fédération des jeunes de la Médina initie sa 2e édition de la foire des investisseurs, un rendez-vous dédié aux jeunes entrepreneurs de la commune pour la vulgarisation de leurs activités et leurs talents. La Fédération invite les autres communes à copier le modèle pour permettre aux autorités d'avoir plus de visibilité sur le potentiel des jeunes entrepreneurs dans le pays. Nous écoutons tout de suite Papa Tchernossis. Il est président de la Fédération des jeunes de la Médina. Il s'exprime au micro de Al-Hassan Ba et Alioune Diagne. C'est une foire des investisseurs qui vise à regrouper l'ensemble des entrepreneurs, donc je dirais la majorité des entrepreneurs au niveau de la Médina, axés dans différents secteurs d'activité, émanant de l'artisanat, couture, broderie numérique, tout ce qui est onglerie, parfumerie, ensemble de ménage, donc tous les secteurs d'activité que regorge notre potentialité au niveau de la Médina. On a parlé tantôt des activités de recyclage, on a parlé tantôt de comment un jeune doit se comporter pour vraiment accéder à certaines structures, comment se développer, comment s'insérer, comment créer une entreprise. Et je pense que des structures comme l'ANPEJ, comme l'ANAMO, comme FONGIP, le ministère de la Famille et des Solidarité sont là pour vraiment accompagner et vulgariser leurs projets pour que nous, en tant que jeunes, qu'on puisse avoir une visibilité sur les différentes opportunités qui sont là et qu'on peut régir, qu'on peut développer et qu'on peut transmettre à titre d'information. Parce qu'il reste juste ce relais d'information et nous, comme on est proche de la base, donc on va essayer de vulgariser au maximum ces actions d'envergure que l'État du Sénégal a mis en place sur une vision de 2050. Allez, on parle d'éducation à présent avec le Prytanée militaire Charles Thioré de Saint-Louis qui a reçu ses nouveaux pensionnaires. Les élèves en provenance de 15 pays différents ont reçu leurs insignes, une manière de les initier aux valeurs cardinales et d'excellence de cet institut. Ces enfants de troupe que vous voyez sur ces images sont au nombre de 74 et après 3 mois de formation, ils ont été officiellement intégrés. Voici le colonel Abdoulaye Meng, commandant du Prytanée militaire. Il nous en dit plus au micro de Seynou Diop et David Sek. Effectivement, une fois qu'ils ont réussi donc, au concours d'entrée et arrivés à l'école une fois médicalement aptes, sont soumis donc, à un enseignement de la part de leurs anciens concernant les valeurs de l'école. Ces valeurs dont j'ai parlé dans mon discours et qui trouvent leur signification donc, dans les symboles qu'ils portent, à savoir l'insigne de corps de l'école, l'insigne de béret, les épaulettes, les bérets même. Donc pour les initiés, on peut y retrouver les valeurs de courage comme dans le champ de l'école, d'abnégation, d'engagement, de dévouement, mais surtout d'excellence et d'intégration africaine. Allez, Sédhiou de Saint-Louis, nous fonçons sur Sédhiou pour parler de cette grosse désillusion pour ces enseignants après avoir passé 30 ans dans le secteur de l'alphabétisation et des langues nationales.
Ces enseignants de l'alphabétisation, communément appelés facilitateurs, espéraient un recrutement dans la fonction publique, mais que nenni, les autorités en ont décidé autrement en confiant la tâche aux enseignants français de l'élémentaire, une désillusion donc. Ils ont interpellé le président de la République et demandent au ministre de l'Éducation nationale de revoir sa copie. Ils réclament leur recrutement dans les meilleurs délais. Ces enseignants, plus communément appelés facilitateurs, ont donc fait face à la presse. Les détails, c'est au micro de Bakary Conté et les images sont de Khalid Diamé. Ce qui nous réunit ici aujourd'hui, c'est un cri de cœur. Nous sommes les acteurs de l'alphabétisation. Et nous exercions cette fonction depuis des décennies. Nous sommes aussi des partenaires de l'éducation. L'alphabétisation est un maillon essentiel pour l'éducation de base et l'éducation pour tous. C'est à partir de cette éducation de base que nous pouvons aspirer au développement de notre pays. C'est pourquoi nous, les facilitateurs et facilitatrices, demandons à l'État de valoriser cette fonction-là. De tout faire, même s'il faut mettre des diplômes et former, ou bien faire des tests pour nous permettre d'être aussi des enseignants comme ceux qui sont dans l'éducation nationale. Quand nous avons entendu que l'alphabétisation sera intégrée dans l'éducation nationale, nous avons cru que c'est les principaux acteurs de l'alphabétisation qui seront engagés. Mais à la surprise générale, c'est les enseignants de l'éducation nationale qui sont engagés. Donc nous interpellons le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, en question, et le ministre de l'Éducation nationale, qu'ils puissent résoudre ce problème-là et que faire revenir, n'est-ce pas, au secteur de l'alphabétisation ce qui leur revient de droit. Il y a des gens qui ont fait plus de 30 ans dans l'alpha. Je crois que maintenant, de retour, l'État doit vraiment voir, n'est-ce pas, le secteur en tout cas de l'alphabétisation et des langues nationales pour en tout cas honorer ces gens-là, les mettre vraiment, leur donner vraiment ce qui leur revient de droit. Allez, sport à présent, 1924-2024, 100 ans que l'US Gorée existe, un centenaire qui sera célébré ce week-end à Lille, une occasion pour honorer des anciens du club, selon le président de l'actuel club leader de Ligue 1, Maître Augustin Senghor, ce dernier de rappeler les performances de l'US Gorée avec 4 coupes en autant de championnats, sans oublier de mentionner 2 grands athlètes sénégalais qui ont fait les beaux jours de ce club. Quels sont ces 2 athlètes? Découvrons-le tout de suite en suivant Maître Augustin Senghor au micro de Cheikh Sadibou Diarra. Nous avons réuni de nombreuses générations de l'US Gorée, celles qui ont remporté la Coupe nationale ou le championnat et celles qui sont allées jusqu'en demi-finale de Coupe d'Afrique des clubs en 1979 et 1985. Des grandes performances à cette époque pour un club sénégalais. On retrouve ici aussi des jeunes joueurs de moins de 20 ans qui font partie des équipes qui ont donné au Sénégal un trophée continental pour la première fois en 2022. L'US Gorée a donc grandement contribué au triomphe du Sénégal depuis ses trophées à l'époque de l'AOF. Des grands joueurs sont passés à l'US Gorée, de même que de grands athlètes comme Amadou Diaba, le seul médaillé olympique. Il y a aussi Amadou Gakou. Il est alors normal, au moment de fêter les 100 ans de l'US Gorée, de les réunir pour la célébration et leur donner des médailles de reconnaissance. C'est aussi une occasion de poser des jalons du futur du club avec l'ouverture d'une boutique de l'US Gorée pour fédérer les supporters et autres. Parce que le club traditionnel, yi nga xamné ñoo fi nek tay seen yéene moy continuer nek fi di sigil ñi nga xamné moy suñu supporters yi mais aussi bokk ci ñi nga xamné ñoy tabax ëllëgu football sénégalais. Massification, maillage national, formation, voilà les bases de travail énoncées par Cécile Faye, la nouvelle présidente de la Fédération sénégalaise d'escrime. La nouvelle présidente qui espère des autorités une infrastructure d'entraînement et de compétition dans les meilleurs délais et surtout avant les JOJ 2026. Nous la suivons. Vous avez dû voir dans un document que j'ai partagé la vision. C'est s'appuyer sur les jeunes pour faire rayonner le Sénégal à la pointe de l'épée. C'est un peu symbolique, mais vous comprendrez pourquoi je l'ai dit.
nous nous appuierons sur la jeunesse. En faisant quoi? En allant vers les écoles pour massifier la pratique à l'école. Nous allons également continuer la formation des officiels techniques. Nous allons continuer à former des arbitres. Récemment, il y a un stage d'arbitrage qui s'est déroulé ici et nous avons eu quand même 3 candidats qui ont été retenus. Nous allons également aller vers les régions. Aujourd'hui, nous sommes dans 3 régions. Je souhaiterais vraiment qu'à la prochaine Assemblée générale, qu'on dise qu'on a doublé ou triplé le nombre de régions dans lesquelles nous sommes. C'est la même chose pour les clubs. Donc c'est des objectifs qui sont là, que nous sommes en train d'essayer de réaliser. Nous allons encore multiplier les efforts pour que tout cela puisse se faire comme on le souhaite. Il y a beaucoup de problèmes au niveau des infrastructures parce que depuis qu'on a fermé le stade Léopold Sédar Senghor, nous avons du mal à faire pratiquer notre discipline. Et hier seulement, on était en train de parler de ces problèmes. On envisage même des solutions transitoires. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Excellente suite de programmes en notre compagnie et bon dimanche.